voilà, bienvenue. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Cécile, comment tu vas? Ça va super bien, et toi? Eh bien, écoute, impeccable. On reçoit aujourd'hui Mélisse. Mélisse, salut. Salut! Comment tu vas aujourd'hui, Mélisse? Super, merci. Écoute, Mélisse, c'est la tradition ici. Comme on a envie d'avoir un petit peu des infos sur où sont les gens, etc., on fait un petit point météo. Mélisse, tu es où en ce moment? Je suis en ce moment aux États-Unis, dans l'État de Virginie, et en termes de météo, vous avez pas de chance parce qu'on a eu du beau temps jusque-là, et là, depuis hier, c'est le cataclysme. Il y a des orages, de la pluie. Mélisse, je ne connais pas tous mes États des États-Unis par cœur. C'est où la Virginie? C'est sur la côte est, en dessous de Washington et de New York. En dessous de Washington et New York? Ok, Ouais. d'accord. Cécile, le point en Allemagne, vite fait. Est-ce qu'on est sur un temps nul ou un Mais temps bien? eh ben, il y a du soleil. Truc de fou. On n'est pas souvent en Allemagne. Non, voilà, c'est ça, c'est le Alors, truc, j'en profite. c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur un podcast qui est quasiment 100% allemand, en tout cas d'un point de vue des expériences. Moi, ça va, en Suède, on est sur un beau temps. Il fait soleil de toute manière jusqu'à 23h. Donc, à partir de là, pour le dire un petit peu à tout le monde, je dors avec un masque. Voilà, parce que je ne peux pas dormir, parce que personne n'a de volet dans ce pays. Donc, je dormir avec un masque pour les avions. Quel enfer. C'est, Ils ont pas de rideaux? Si, mais c'est des rideaux c'est des voiles, c'est pas des rideaux, quoi. Ah oui, ouais, je vois, ouais. Non, c'est terrible. C'est un peu comme en Allemagne, hein, cela dit. En Allemagne, moi, j'ai jamais eu de volet. Alors, il fait pas soleil jusqu'à 23h, mais C'est on est vrai. d'accord que là, je sais pas pour vous, C'est ce que mais j'allais c'était te pareil, dire. je sais qu'on en avait parlé. Plus on va dans le nord, moins il y a de volets, alors Ouais, qu'ils ont plus de lumière que nous. Je ne comprends pas la logique. ouais, moi non plus. Ouais. J'avoue, je pense que les volets, ça a vraiment été inventé juste pour se protéger de la chaleur, pour chez nous, dans le sud de la France, quoi, mais pas du tout pour protéger de la lumière pour se réveiller le matin. Bon, voilà, écoutez, ça, c'était le point Ikea. C'est mon petit côté suédois qui ressort. Voilà. On va pouvoir commencer directement l'interview. Mélisse, je commence des questions très simples et générales au début. Est-ce que tu peux te présenter globalement? C'est-à-dire, en gros, quel type de recherche tu fais et qu'est-ce que tu as fait comme doctorat déjà, voilà, dans l'ensemble? Ok, alors je m'appelle Mélisse, j'ai 30 ans. Je suis docteur en astrophysique depuis 2019, et le sujet dans lequel je travaille en particulier, donc je devrais dire je suis docteur en astrochimie, parce que je suis sur une branche très spéciale de l'astrophysique et qui étudie les réactions chimiques dans l'espace, et en particulier dans les régions où se forment les étoiles. Donc, j'étudie comment se passent les réactions chimiques dans ces régions-là et comment est-ce qu'on forme des molécules qui sont les molécules que nous, on retrouve sur Terre. Il y a des régions où se forment les étoiles? Juste. Parce que quand tu regardes dans l'espace, c'est pas tout n'est pas vide. On est à des densités très faibles, c'est quasiment vide, mais il y a quand même du matériel, mais qui est réuni dans des régions qui sont un peu plus denses que d'autres. Et c'est dans ces régions que se forment les étoiles. Tu trouveras pas des étoiles de partout. Il faut vraiment cibler des régions en particulier. Ah, ça, j'avoue, je savais pas. Oh, on va découvrir des choses aujourd'hui, Non, je mais oui, pense. ça, je t'avais dit, Cécile, c'est tellement hors de notre champ. Non, mais pour l'anecdote, j'ai vu, il y a pas très longtemps, une soutenance en astrophysique. Je me suis dit: «Bon, ça va être quand même un minimum à ma portée». J'ai lâché l'affaire au bout de 5 minutes, je captais rien. Si tu m'entends, Sylvain, j'ai rien capté. C'était un c'était horrible. Moi, j'avais trouvé une belle métaphore, parce que du coup, alors, on peut le dire, c'est toujours pareil, quand il y a l'occasion de le dire, on le dit. Moi, à titre personnel, je connais un peu Mélisse, et du coup, moi, je l'appelle un petit peu la paléontologue des étoiles. Parce que comme elle regarde dans les étoiles et que c'est le passé, C'est ça. appelez-moi le poète, hein. Moi, à partir de maintenant, hein, C'est vrai, c'est beau. C'est beau. c'est presque beau. Ça me permet de me rassurer en disant, je comprends un peu ce qu'elle fait. Alors que pas du tout. J'ai jamais rien compris. Elle me l'a expliqué plein de fois, à jeun, bourré. Dans les deux cas, je comprends rien. Mais un jour, je comprendrai peut-être. Mais du coup, alors, ça me fait venir ma première question. À quel moment tu as décidé de faire ça? Alors, moi, j'ai toujours été passionnée par l'astronomie, depuis que je suis toute petite. Moi, on m'a très souvent dit: «Non, mais garde ça comme une passion parce qu'il y a pas beaucoup de débouchés». J'ai très souvent entendu la phrase: «Trouve-toi un vrai métier». Sauf que je pense que plus on me l'a dit, plus j'ai eu envie d'aller dans cette direction et plus ça m'a poussée à ne rien lâcher. Donc c'est vraiment, quelque chose qui vient d'une passion quand j'étais petite. J'étais inscrite dans des clubs d'astronomie, je faisais des interventions dans des clubs d'astronomie. Donc quand j'étais ado, je faisais des présentations devant des adultes. J'ai toujours été passionnée par ça et j'ai eu envie de, au-delà du côté amateur, de comprendre vraiment la science qu'il y avait derrière, la physique qu'il y avait derrière.
Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment eu un parcours très rectiligne. Je savais où j'allais et j'ai foncé tête baissée pour arriver là où je suis aujourd'hui. Ouais, c'était très logique, en Ouais, fait. voilà. C'est ouais, le côté passion, ça fait des parcours assez, linéaires d'un point de vue académique. C'est, Mmh. ouais, j'avoue que là, sur le coup, moi, à titre perso, moi, je m'identifie pareil pour le côté paléo, mais même si au final, je fais pas exactement ça maintenant, mais au moins jusqu'à la thèse, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Parce que là, du coup, le parcours académique, c'est quoi, en fait? Tu as fait, l'université où? Jusqu'à la thèse, du coup? Ouais, alors moi, je suis un pur produit de l'université. On m'a poussée à faire des classes prépa et cetera. J'ai dit: «Non, je veux aller à l'université», donc j'ai fait, ma licence et mon master à l'université, de sciences de Grenoble. Parce que je suis originaire de la région à la base. Je voulais pas partir trop, trop loin de ma famille, donc j'ai fait toutes mes études à Grenoble et après au moment de la thèse, j'ai candidaté, sur des offres de thèse financées, donc une en France à Bordeaux et une, en Allemagne, à Bonn, parce que à l'époque, mon directeur de stage de master 2 m'a dit: «Je connais le chercheur qui propose, la thèse, c'est un Français, on a fait nos études ensemble. Je sais qu'au niveau personnel et humain, ça va coller entre vous, le sujet est intéressant, donc tu devrais candidater». Et donc il m'a un petit peu poussée à candidater, même si à l'époque, j'avais aucune envie d'aller en Allemagne. C'était ma question. Est-ce qu'on va dire que c'est le point commun de tout le monde? Un peu. Non, mais les Allemands, on vous aime. C'est Non, mais pas disons que ça fait pas rêver à première vue, en c'est fait, c'est juste ça, tu ça, vois? voilà. Tu me dis Virginie aux États-Unis, bon, ça donne un peu plus envie, quoi. C'est C'est un ça. peu, Mais ouais. avec l'Allemagne, bon. Non, mais s'il y a des Allemands qui parlent français qui nous écoutent, on vous kiffe, les Allemands, et l'Allemagne est un très beau pays. C'est juste qu'on n'est pas éduqués pour savoir que c'est un beau pays quand on est en France. Voilà, c'est C'est ça. juste ça. Clairement Donc pas. on ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas allé. Donc s'il y a des gens où on vous fait une proposition d'Allemagne, allez-y, c'est sympa, les Allemands sont cool. La langue est un peu compliquée, ça c'est pas faux. Mais je veux dire, voilà, la nourriture est... Enfin, l'Allemagne est jolie, quoi. Voilà. Mais alors, Voilà. question, heu, est-ce que tu as appris l'allemand quand tu étais en thèse ou pas? Alors, il faut savoir que avant de partir en Allemagne, je parlais pas un mot d'allemand, mais vraiment pas du tout. J'ai fait espagnol LV2, donc c'était vraiment quelque chose pour moi de complètement étranger. Je parlais pas très bien anglais non plus, on va pas se mentir, donc j'ai appris l'anglais en Allemagne, ce qui donne lieu des fois à des situations assez rigolotes où maintenant que je suis aux États-Unis, on me prend souvent pour une Allemande à cause de mon accent. Parce qu'apparemment j'ai un accent qui est un mélange de français et allemand, donc clairement je vous dis c'est pas l'accent le plus sexy du monde, on va pas se mentir. Et donc j'ai quand même voulu faire un effort d'intégration et j'ai pris des cours d'allemand. Ils proposaient des cours, j'avais 1 heure par semaine et j'ai fait ça pendant 1 an avant de lâcher l'affaire parce que concrètement, voilà, hein, on va pas se mentir, pour faire une phrase en allemand, il faut réfléchir 10 minutes avant et bon, voilà, j'ai les bases, j'ai les bases. Je sais dire que je ne parle pas allemand, je sais demander aux gens s'ils parlent anglais, je sais dire que je suis perdue dans la rue ou demander un rendez-vous chez le médecin, commander une bière, voilà, je pense que c'est les bases. Eh bah, je pense que moi, j'ai pas été plus loin non plus. En Pareil. 3 ans, Ben, pareil, OK. On est bon, hein. Ouais, ouais. Aujourd'hui, Et là, ouais, sur le coup, oui, alors du coup, pour comprendre, alors tout le monde, soit aujourd'hui, soit hier, a travaillé dans le milieu académique allemand. Voilà, Mélisse pendant sa thèse, Cécile actuellement est en Allemagne, donc en postdoc, et moi aussi pendant ma thèse. Voilà, on a fait la thèse en même temps avec Mélisse, alors pas du tout au même endroit. Mais voilà, donc effectivement, oui, alors je suis pas allé plus loin, moi, hein. Là, ouais, puis alors ouais, surtout c'est le vraiment jour, oui, je pense la base, c'est vraiment de dire: je ne parle pas allemand, en C'est allemand». ça. je pense que tout à fait, c'est possible. Surtout Bon qu'ils parlent après, anglais. c'est exactement ce que j'allais dire pour nous défendre un petit peu. Les Allemands sont quand même plutôt chauds en anglais. Donc, et puis ils ont un anglais qui est pas. Enfin, alors je sais pas pour vous l'accent, mais je l'ai Ah non, assez neutre. ils ont pas Ouais, ouais, moi, je trouve que c'est bon, ça dépend qui, ouais, ça dépend de mais la région peut-être ou les personnes. Mais je veux dire académique, moi j'ai jamais eu quelqu'un qui a parlé allemand avec anglais avec un accent trop carabiné quoi. Bon, l'expérience de chacun. Ouais, mmh, t'es moins convaincu toi. Mais t'es pas dans la même région que nous toi. ouais, C'est peut-être. c'est quoi ton langue toi déjà? C'est la Bavière? Ah oui, ça doit bien. Et alors que nous, c'est imprononçable. Ouais, voilà. La Rhénanie, je ne sais plus quoi, je sais plus comment on dit, la région de Bonn. Mais enfin, OK. Donc tu as fait ta thèse en Allemagne, OK. J'ai fait ma thèse en Allemagne, effectivement. Donc normalement, le schéma classique, je crois qu'en Allemagne, pour les thèses, c'est plutôt 4 ans. Moi, étant avec un directeur de thèse français, il m'avait dit: «Bon, on va essayer de se caler sur le modèle français et faire ça en 3 ans». Et puis comme au milieu de ma thèse, on a décidé, alors pas de changer de sujet, mais disons de rajouter une corde à mon arc. À la base, je travaillais sur des observations astronomiques
Et au milieu de ma thèse, on a décidé que j'allais faire un programme d'échange à l'étranger pour commencer à faire de la modélisation. C'est quelque chose qui était complètement nouveau pour moi. Et comme ça a pris un peu plus de temps que ce qu'on pensait, j'ai demandé une extension de 6 mois. Donc j'ai fait un peu entre les deux, ma thèse en 3 ans et demi. Donc j'ai passé 3 ans et demi en Allemagne. Et sur ces 3 ans et demi, j'ai fait beaucoup de voyages au Chili parce que j'avais des observations à faire au Chili. Donc j'ai pas mal voyagé là-bas. Et j'ai aussi fait donc un échange à l'étranger, comme je mentionnais juste avant, ici en Virginie. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré les mes collègues actuels, qui allaient devenir donc mes collègues actuels. C'est comme ça que je les ai rencontrés, c'est en faisant un échange pendant ma thèse. Je suis venue passer 3 mois aux États-Unis pour travailler faire de la modélisation. OK, et du coup, en fait, tu as enchaîné direct avec ton postdoc aux États-Unis? Alors non, en sortie de la thèse en Allemagne, j'ai fait un postdoc, je suis revenue en France et j'ai fait un postdoc au laboratoire d'astrophysique à Bordeaux, ce qui est assez rigolo parce que c'est là où j'avais candidaté pour avoir une thèse en France au début. Donc je suis allée dans l'équipe dans laquelle j'avais à la base candidaté, où je pensais à la base faire ma thèse, et puis finalement j'ai choisi de partir en Allemagne. Et donc voilà, je suis venue faire un postdoc à Bordeaux et j'ai passé toute la période, au final c'était pas plus mal parce que j'ai passé toute la période de Covid, de confinement en France. J'ai des collègues qui l'ont fait aux États-Unis pour qui ça a été peut-être un peu moins facile, je pense. Donc j'étais pas mécontente de mon choix. Du coup, ton postdoc en France, c'est 1 an, hein, c'est ça? En France, je suis restée, j'étais à la base j'étais partie pour 2 ans et on l'a prolongé 1 an suite justement aux conséquences du Covid, du confinement, des projets qui ont pris un peu de retard. Donc je suis restée 3 ans en France. Là, j'en suis donc à mon 2e postdoc. Ça fait à peu près 1 an que je suis aux États-Unis et je suis à thèse plus 4 déjà. Ça passe vite. Déjà. Ouais, j'étais en train de compter, ouais. Déjà. Mais Oui. j'étais en train de compter, ouais, j'étais là, c'est vrai qu'on est en 2023 en fait déjà. Très, très vite quand on Ouais. s'amuse, hein. Oui, parce que là, du coup, donc tu as switché. Donc là, tu as fini ton postdoc en France, tu es arrivé aux États-Unis, là, récemment. C'est ça, donc j'ai passé 3 ans en France, travailler donc là sur des observations, donc un peu la suite logique et directe de ce que j'ai fait en thèse. Et donc j'ai repris contact avec les collègues que j'avais rencontrés, les collaborations que j'avais établies donc pendant ma thèse. Et en fait, j'ai décroché une bourse de thèse, donc je finance mes propres recherches, on va dire. Et donc c'est un contrat où j'ai 4 ans de financement en collaboration avec 2 labos, un qui est à l'université de Virginie, donc à Charlottesville, aux États-Unis, et un autre labo qui est en Suède. Donc là, je fais 2 ans aux États-Unis et donc je termine ma première année là, donc ça fait à peu près 1 an que je suis là. Je vais faire une année de plus et ce qui est prévu normalement, c'est qu'après je déménage en Suède pour faire mes 2 dernières années, enfin les 2 autres années en Suède. Mmh. Est-ce que tu le vis bien, enfin, personnellement, de bouger comme ça? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu vois des avantages ou est-ce que tu vois des inconvénients ou les 2? La grosse question. Ouais. Alors pour le moment, oui. Pour le moment, moi, ça me plaît parce que j'aime bien bouger souvent. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de pouvoir voyager beaucoup pendant ma thèse, que ce soit pour les observations, l'échange aux États-Unis, les conférences, etc. Et c'est quelque chose qui m'a manqué quand j'étais en postdoc en France et qu'on s'est retrouvés tous confinés chez nous. Ça m'a beaucoup manqué. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Après, je vais pas mentir, hein, la partie administrative de quand on arrive, surtout là aux États-Unis, enfin, la quantité de papiers qu'il faut faire pour avoir un visa, pour avoir le droit de rester, pour trouver un logement, avoir une assurance, un numéro de sécu, tout ça, on va pas se mentir, c'est pas très agréable, surtout qu'il faut refaire la plupart de ces démarches tous les ans. Voilà, c'est la partie moins drôle. Mais après, la partie voyage, découverte, s'adapter à une nouvelle culture, rencontrer des nouvelles personnes, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ça changera peut-être dans le futur, et peut-être un moment où je dirais bon, j'en ai ma claque, je veux me poser. Mais pour le moment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, et l'idée d'aller en Suède me plaît beaucoup aussi, parce que c'est un pays que je connais pas encore. Donc voilà, l'idée me plaît Et donc beaucoup. plus d'avantages que d'inconvénients au final pour l'instant. Les gros inconvénients, ça reste la distance avec les proches, je dirais. Moi, toute ma famille est en France, ils habitent tous dans la même région, donc ils se voient tous très souvent. Je dirais que pour moi, le plus gros inconvénient, ça reste celui-là, mais on va pas se plaindre. On a la chance de pouvoir s'appeler en visio, et même avec les 6 heures de décalage horaire avec la France que j'ai en ce moment-là, j'arrive quand même à trouver des compromis avec des moments où je peux appeler ma famille. Je suis très proche de ma famille, mais on s'appelle très souvent. Donc forcément, je passe à côté de certaines choses, mais on arrive à rester en contact, on va pas se mentir, c'était pas la même chose, il y a 20-30 ans. Oui, non, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que ça aide de pouvoir faire des visios, des trucs comme ça, Mmh. d'avoir des bons forfaits téléphone. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu prévois de faire après tout ça? Est-ce que tu as des plans? Est-ce que tu dis, bon, bah, je verrai, j'ai encore 3 ans devant moi ou Alors là, c'est vrai que le fait d'avoir décroché une bourse pour 4 ans, je pense qu'on le sait tous, c'est quand même assez confortable d'avoir 4 ans pour voir venir les choses.
Après, on le sait aussi, il faut toujours, commencer à penser un peu avant à la suite. Donc moi, je candidate déjà et depuis que ma première année, après la thèse, je candidate au CNRS en France pour essayer donc d'avoir un poste de chargée de recherche en France. Donc c'est la candidature le dossier qu'on doit resoumettre tous les ans. Après, j'essaie aussi d'explorer les pistes ailleurs. Je sais que dans les autres pays et surtout aux États-Unis, ici, c'est encore plus compliqué d'avoir un poste permanent. Donc, bon, voilà. C'est concrètement, je mise pas tout là-dessus, mais je regarde déjà du côté d'autres financements que je pourrais demander pour étendre la recherche que je fais en ce moment. Il y a plusieurs bourses qui existent, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et je commence déjà à réfléchir aux candidatures qui pourraient me permettre d'étendre ces 4 ans sur toujours donc des postes qui sont pas des postes permanents, mais qui sont assez confortables dans le sens où ça me permet de rajouter 1 ou 2 années de plus à ces 4 ans qui sont déjà assurés. Oui. Surtout que enfin, je te demande pas ton salaire, hein, mais je pense, si c'est comme pour, dans notre discipline, les salaires aux États-Unis sont quand même plus confortables qu'en Europe, où finalement tu as une vie un peu moins misérable, quoi. Alors, beaucoup plus confortable en effet. Enfin là, je touche plus du double que ce que je touchais en postdoc en Mais c'est France. ça. Après, il faut savoir que la vie est aussi beaucoup plus chère. Oui. Voilà, il faut pas oublier ce détail-là, c'est que vraiment ici, tout est plus cher qu'en France. Quand je dis ça à ma famille ou à mes collègues, ils me croient pas forcément. Puis pour les gens qui sont venus me voir, ils ont réalisé. Ils m'ont dit: «Ah oui, d'accord». Donc Oui, voilà, puis tu as toutes les l'assurance, santé que tu dois te payer toi-même, c'est sûr qu'il y a plein de frais comme c'est ça, ça. hein. Il y a plein de choses qui fonctionnent différemment et qui sont beaucoup plus chères, mais après, l'un dans l'autre, je vais pas me plaindre. C'est très confortable et je vis de manière confortable. Je pense le plus gros problème quand on est postdoc, c'est peut-être pas tant le salaire. Enfin, en tout cas pour moi, pour les expériences que moi j'ai eues dans les pays où j'ai été, c'est plus le côté, précarité de l'emploi où quand on arrive à échéance du contrat, on ne sait pas où on va être après et on ne sait pas si on doit quitter la recherche pour essayer d'avoir un job permanent et une vie stable ou si on doit continuer à persévérer. Je pense que c'est plutôt ça le gros inconvénient. Ouais, et donc l'objectif ultime, CNRS. Disons que je candidate et que si le CNRS me donne un poste, je je ne ferai pas la fine Ouais, bouche. voilà. Est-ce qu'il y a d'autres portes, autres que le CNRS pour toi? Parce que déjà, j'aurais peut-être une question après à te poser, mais c'est vrai que le schéma de la manière dont tu candidates au CNRS, l'enchaînement des postdocs que tu fais, ressemble pas au schéma que moi, à titre personnel, je connais et que même Cécile, on connaît. C'est-à-dire que ça s'est relativement enchaîné vite et sans trop, j'ai l'impression, entre les postdocs au final. Et puis, c'est des longs postdocs. Alors, est-ce que c'est propre à toi ou est-ce que c'est propre à ta discipline ou c'est un coup de chance? Ou c'est juste nous qui galérons, en Oui, ou fait. c'est nous qui sommes nuls et toi qui as eu le génie, hein, c'est possible aussi. Mais je veux dire, c'est quand même un schéma différent de tout ce qu'on a pu voir nous avec nos propres collègues à nous, quoi. Alors en général, je dirais que dans mon domaine, en tout cas, ça s'enchaîne quand même assez vite. Les gens ont tendance à vouloir ne pas laisser de trous dans leur CV parce que nous, dans notre section du CNRS, on va dire que c'est assez mal vu, à part si ça peut être fortement justifié, mais on va dire que c'est assez mal vu. Et Donc on nous a aussi, tendance hein. Nous aussi. C'est pour cette raison, on a tendance à vouloir enchaîner assez rapidement et pas rester, sans rien faire, on va dire. Donc c'est pour ça que ça s'est enchaîné. Après, j'ai eu des post-docs longs, parce que comme je disais tout à l'heure, à la base, j'avais été embauchée à Bordeaux pour 2 ans et ça a été prolongé parce que ça a été un peu des conséquences du covid et de certains projets qui ont pris du retard et que là, je suis pas sur un post-doc financé, mais que j'ai décroché une bourse et que cette bourse, elle est comme ça pour 4 ans. Donc j'ai de la chance, c'est confortable, c'est pour ça que c'est long. Après, pour ce qui est des candidatures au CNRS, j'en suis déjà à ma 3e candidature, je compte continuer à essayer pendant un temps, mais même si ce n'est pas, officiel, c'est quand même, assez, reconnu qu'au bout d'un certain nombre de candidatures, à thèse plus 7, 8, ça commence à devenir compliqué. Parce que plus on prend de l'ancienneté, plus ils sont exigeants sur les dossiers, plus c'est compliqué d'être en compétition avec les petits jeunes qui sortent de la thèse, qui sont tout frais, qui sont à fond dans leur projet. Donc on va dire, c'est à ce sens-là que je dis que le CNRS, c'est pas forcément l'objectif ultime, dans le sens où il faut commencer à penser à comment se retourner après. Pour le moment, ça me plaît et je continue tant que j'ai mon financement et si je peux en décrocher d'autres, je continuerai parce que j'adore ce que je fais. Après, il faut pouvoir entrevoir, éventuellement d'autres portes et je pense qu'on est formé pour ça. C'est pas parce que j'ai un doctorat en astrophysique que je sais faire que ça. On est formé à coder, on est formé à être leader de projet, à développer des collaborations, et cetera. Je pense que c'est des qualités qui peuvent s'appliquer à d'autres domaines de profession. Et après, moi, il y a aussi un autre aspect, c'est que j'aime beaucoup faire de la vulgarisation scientifique. J'ai beaucoup fait d'interventions dans des clubs d'astronomie et puis après, de manière générale, partout, pour des musées, des festivals, des nuits d'observation,
plein de choses comme ça. C'est un domaine que j'aime vraiment beaucoup et que j'aimerais aussi essayer d'explorer. Donc je me dis pourquoi pas lâcher un petit peu le côté académique, le côté pression, il faut publier, il faut faire parler de soi, il faut sortir des résultats, etc. Et puis revenir à ma passion première, au final, qui était l'astronomie grand public. Et maintenant que j'ai toutes ces connaissances, les partager au grand public, en fait. Pourquoi pas? Ouais, donc tu as déjà une idée de plan B, quoi. Voilà, après c'est un domaine qui reste quand même assez compétitif aussi, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de postes. C'est beaucoup sur des petits contrats saisonniers, c'est beaucoup de bénévolat aussi. Moi, tout ce que j'ai fait en termes de diffusion grand public, c'était du bénévolat jusqu'à présent. Donc ça reste compliqué à envisager comme une carrière pro, mais c'est quelque chose que je voudrais bien explorer et voir s'il y a possibilité. Ok, donc là, ça veut dire que globalement, là, c'est ton intention est celle-ci, mais si on reste sur l'aspect pour le moment concret de ce que tu fais pour la suite, on est sur le milieu académique. On est pour le Pour moment le sur le moment. milieu académique jusqu'à un certain point. Quand je verrai vraiment qu'ils ne veulent plus de moi, C'est j'aviserai. ça, en fait. C'est jusqu'à la date de péremption, quoi. C'est ça. Et du coup, pour revenir à tes enchaînements de post-doc, est-ce que dans ta discipline, les post-docs sont toujours longs? Quand j'entends par long, c'est minimum 2 ans. Ou est-ce qu'il existe aussi des petits... Parce que là, alors à tout moment, la question est naïve, comme elle est hyper intéressante en fait. Parce que c'est vrai que nous, ça peut arriver, quoi. Clairement, on peut avoir des petits trucs de 6 mois. Mon premier postdoc ici en Suède, avant que ça soit un vrai gros, c'est 6 mois. Ça peut arriver aussi. En fait, ça va dépendre quand on candidate sur des postdocs financés, ça dépend des financements de la personne qui veut embaucher quelqu'un. Et ça arrive des fois qu'ils soient sur un reste d'une bourse où il leur reste 6 mois pour payer un postdoc et ils ont besoin de quelqu'un pour finir un projet et publier un article. Ils vont aller prendre un postdoc pour 6 mois, pour un an. J'ai vu passer des offres, alors peut-être pas pour 6 mois, mais pour un an, j'ai vu passer un certain nombre d'offres. Moi, c'est pas le genre d'offre sur lesquelles je vais aller candidater parce que un an, c'est vraiment court, surtout s'il faut changer de pays. S'il faut changer de pays, le temps de s'installer, etc., on perd quand même pas mal de temps au départ. Et un an, ça veut dire qu'il faut déjà, alors qu'on commence à peine à travailler sur le projet, commencer à faire des candidatures pour la suite. Et c'est quand même assez pesant. Enfin, ça prend du temps, c'est pesant. Enfin, voilà, c'est pesant, c'est stressant. Donc je pense que moi, j'irai pas candidater sur une offre d'un an. Et je mets vraiment mon minimum, c'est sur un contrat de 2 ans. Que je puisse au moins passer la première année tranquille, en fait. Ouais, mais c'est ça. Puis rien que même s'habituer, en fait, comprendre. Parce que c'est pas. En général, c'est pas des projets que toi-même tu écris quand c'est C'est ça. des contrats de 1 an, 2 ans, enfin 1 an. Et le temps que tu t'appropries le projet, bah, les 1 an sont passés, en fait. Bah, c'est ça. Et puis ça passe vite. Là, moi, je le disais tout à l'heure, ça fait déjà presque un an que je suis aux États-Unis. Je ne l'ai pas vu passer cette année. Ouais, mais c'est ça. Alors moi non plus, sur le coup. Je n'ai pas vu passer, parce que ça faisait déjà 1 an que tu étais aux États-Unis, sur le coup. Alors, il y a un truc également aussi que je voulais revenir tout à l'heure, là. Mais alors, ça vaut ce que ça vaut. Vous allez me donner votre avis. C'est que là, on n'est que 3, hein, donc on va pas non plus faire des grandes conclusions hâtives. Mais au final, à nous 3, on a fait quasiment les mêmes pays. Alors, Cécile et C'est moi, on pas fait des faux. trucs qui sont plus semblables que Mélisse et moi, ou Mélisse et Cécile, ça, ok, c'est sûr, même si dans l'absolu, ça reste quand même différent. Mais bon, ça reste quand même de l'écologie. On est quand même dans la même section de recherche, on va dire. Mais au final, là, pour aujourd'hui, donc, on reçoit Mélisse, qui est pas du tout dans la même thématique. On est sur les mêmes délires de pays. On est sur de l'Allemagne, de l'Amérique du Nord. Et alors, en plus, elle vient de nous dire qu'elle va en Suède. Donc, Et parce que c'est les pays qui ont de l'argent. est-ce Enfin, que, voilà, c'est ça. Je voudrais pas faire une grande conclusion alors qu'on n'est que 3. Cela dit, les personnes qu'on a interviewées avant, si on est sur de la science dure, comme on dit, hein, on est aussi sur de l'Amérique du Nord. Hein. Enfin, pour un des invités précédents, là, c'était pareil, qui est toujours dans le milieu académique, hein, j'entends. Et donc, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que ça peut pas être, je n'ai pas envie de dire que c'est un conseil, mais bon, si vous avez envie d'aller à l'étranger et que vous savez pas où regarder, peut-être que regarder l'Allemagne en premier, ça peut avoir le coup, quoi. Ou l'Amérique du Nord, quoi. La Suède, encore, je me dis, c'est peut-être une coïncidence. Allez, parce que c'est pas un énorme non, mais pays. c'est sûr qu'il y a plus d'offres, hein, je pense. Plus d'offres sur des temps plus longs avec des meilleurs salaires. Bah oui. C'est ça, ouais. Ça me paraît plus faisable de rentrer dans le... Parce que je sais pas comment tu as fait pour ta thèse, toi, par exemple, Mélisse, ou pour ton postdoc, toi, Cécile, mais moi, le doctorat en Allemagne, c'est entre guillemets, pardon l'expression, un simple entretien. Enfin, on n'était pas du tout sur un concours, une compétition, un machin. C'était moi sur le Ah dos, non, mais moi fin non d'histoire. plus. Hein.
Oui, non, mais il y avait, moi, il y avait rien à voir avec. J'ai pas passé de concours d'école doctorale, de trucs comme ça. Hein. Je sais pas pour toi, Mélisse, mais Non, du coup, je suis pas passée par l'école doctorale non plus. C'est pour ça que je me suis retrouvée à faire ma thèse en Allemagne. C'est que l'école doctorale à Grenoble, pour moi, c'était pas envisageable parce que l'année où j'y étais, on était 6 dans la promo. On savait qu'il y avait qu'une seule bourse de thèse et qu'elle serait fort probablement donnée aux majors de promo qui avaient 17 et quelques de moyenne. Clairement, j'avais pas les notes qui suivaient et donc je savais que pour moi, c'était peine perdue. J'ai essayé de passer par l'école doctorale de Marseille, je crois. J'avais candidaté à Marseille aussi, mais c'est pareil, les admissions sur dossier, mon dossier était pas assez bon en termes de notes. J'avais de l'expérience, j'avais fait des stages, etc. Peut-être que d'autres n'avaient pas fait, mais en termes de vraiment purement juste les notes, mon dossier n'était pas assez bon et donc du coup, j'ai candidaté sur une thèse financée qui était proposée en Allemagne, qui m'a été conseillée par, à l'époque, mon directeur de stage de master 2 et il y avait un peu de compétition dans le sens où il y avait plusieurs candidats sur l'offre de thèse, mais ça s'est fait par un entretien, pareil et puis j'ai eu l'offre. J'avoue que c'est pas ouais, c'est pas après la thèse là, le conseil que je voulais transmettre là, mais c'est plutôt pour la thèse. Pour ceux qui sont en master et qui écoutent, ou en licence même, hein, sachez que l'école doctorale en France, c'est, l'exception plutôt que la règle, ah au ouais, non, final, hein, mais pour c'est avoir un clair. doctorat. Hein. C'est vrai qu'on le présente parce que c'est vrai que moi, mes propres souvenirs, on te le présente comme une règle absolue. Alors c'est pas du tout pour juger les écoles doctorales, c'est super ce qu'elles font. Mais c'est vrai qu'elles ont pas beaucoup de moyens pour avoir beaucoup de doctorants. Elles en ont, ouais, un effectivement par an, quoi. Il y a pas assez de bourses de thèse C'est pour ça, le nombre d'étudiants qu'ils ont en cours, donc pour certaines personnes, ça marche, mais ça va souvent être pour les majors de c'est ça. promo, donc les gens qui sont pas majors de promo, comme moi, ce n'était pas mon cas à l'époque, faut directement commencer à envisager avant la fin du master, un plan B et de candidater sur des offres de thèse financées. Mais il y en a plein. Enfin, en tout cas, moi, dans mon domaine, des offres de thèse financées, il y en a plein. Donc, je pense qu'en cherchant bien, il y a moyen de ne pas rester sur le carreau. Après, il faut être prêt éventuellement à se déplacer à l'étranger et dans les pays qu'on a cités tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement pas mal d'offres. C'est ça. Ouais. De toute manière, je pense que de règle générale, même après la thèse, pendant ou après la thèse, ou les 2, je pense que ça, je pense que vous allez tous être d'accord avec moi. On peut pas dire à quelqu'un, c'est bon, tu peux partir de la recherche, tu peux faire de la recherche si t'es pas chaud pour te déplacer un peu géographiquement dans d'autres C'est pays, sûr, quoi. c'est sûr. Ça, Ça ça reste Ah, il y en très a qui y arrivent, hein, mais c'est vrai que c'est chaud. Hein. Enfin, très moi, compliqué, je. hein. Ouais. Et puis même géographiquement, ne serait-ce que géographiquement en France, quelqu'un qui franchement, quelqu'un qui fait sa thèse je dis n'importe quoi, moi, à Toulouse, et qui a pas bougé de Toulouse, et qui arrive à avoir un poste permanent à Toulouse, présentez-moi cette personne, hein. Je pense que c'est compliqué. Il y a peut-être des gens qui arrivent à négocier ça à Paris, en changeant éventuellement de laboratoire ou d'institut dans Paris. Je sais qu'en astro, ils ont plusieurs endroits où ils font de l'astro, etc. Donc ça peut se négocier, de faire une thèse à un endroit, un postdoc à un autre endroit en restant dans la même ville. Mais à Toulouse, non, le même labo à Toulouse, je pense que c'est pas possible. Ça peut peut-être arriver, mais en tout cas, c'est plutôt une exception, quoi, on Ouais, va c'est dire. ça. Là, partez pas dans l'esprit que, voilà, si vous n'êtes pas prêt ou prête pour bouger, Ça va être compliqué. ouais, ça peut être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la recherche, mais peut-être pas par le biais d'un doctorat ou par le biais d'un postdoc. D'autres moyens de faire de la recherche. On n'est pas obligé d'être, on peut être ingénieur de recherche, hein. Pas obligé d'être docteur, hein. Et des fois, les ingénieurs en font plus que nous à la fin de la recherche. Donc, au final, il y a plein de portes pour travailler dans le milieu académique ou pour travailler en lien avec la science, qu'elle soit dure ou... C'est quoi? C'est mou, non? Je suis désolé, c'est vrai que ça fait péjoratif, mais c'est quoi la science littéraire? C'est plutôt... C'est ça. C'est sûr, il va arriver là. Ok. Oh mon Dieu. Non, mais c'est bien ce qu'on dit. On dit bien science dure et science molle, sans être péjoratif, mais c'est ça pour la science littéraire. Si, je suis presque sûr. Vous me regardez avec des yeux. Alors en fait, je vous explique pour ceux qui écoutent là. Du coup, elle me regarde avec des yeux en mode on te laisse galérer. Je suis sûr de moi qu'on dit science dure et science molle. Eh bien, abattez-moi si c'est pas le cas. Défaussez-moi. Dites-moi que c'est pas vrai. Et voilà, je suis sûr qu'on dit science dure, science molle. J'en prends le pari. Voilà, mes coordonnées Benjamin 06 45. Ouais, c'est bon. Envoyez-moi tous les messages Ah. d'insultes, je m'en fiche. Je suis sûr qu'on dit ça. Je l'ai déjà vu quelque part dans des articles de journaux de presse. Après, peut-être que c'était pas la référence. J'avoue. C'est ça. Et on arrive sur la fin, là, Cécile. C'est ça, Tout du à fait. coup, Mélisse, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes chercheurs, aux gens qui veulent s'orienter dans la recherche ou même aux chercheurs qui vont employer des jeunes chercheurs ou des doctorants, peu importe, est-ce que tu as des conseils à donner?
Alors, comme on l'a dit juste avant, ne pas hésiter à bouger, à être mobile et à rester ouvert, comme moi je l'ai dit, je pensais pas faire ma thèse en Allemagne. C'était pas un pays dans lequel je pensais vivre et au final, j'ai fait de très belles découvertes et j'ai beaucoup apprécié mon séjour là-bas. Donc ne pas partir avec des a priori, ne pas hésiter à foncer quand on veut faire quelque chose et puis aussi peut-être ne pas oublier la dimension humaine qu'il y a derrière notre travail. C'est de pas oublier pourquoi on fait ça à la base, surtout si c'est un métier de passion. Ne pas se laisser submerger par le stress de toujours devoir produire encore et encore des résultats et essayer de revenir de temps en temps à ce qui nous passionnait vraiment à la base, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de ne pas oublier la dimension humaine qu'il y a derrière. Voilà. OK. C'est un très bon conseil. J'aimerais réussir à suivre ça toute l'année. Moi, j'étais en train d'essayer de te regarder à travers mon écran. Donc, on conclut comment, là, avec un truc aussi spirituel et magnifique que ça? Comment on fait pour arriver à... D'habitude, on arrive à faire un trait, pas forcément d'humour, mais bon, voilà, résumer ça en 3 mots. Là, c'est... Faites avec ça. Écoutez, voilà, ça sera la conclusion du podcast. Non, mais en vrai, ça me fait réfléchir à quelque chose que je dis aussi souvent, parce que quand on travaille en écologie, au final, quand on est arrivé là-dedans, en principe, pour la plupart des gens, c'est parce qu'on avait des convictions aussi en écologie, etc. Et je trouve ça triste, en fait, de perdre ces convictions-là juste pour la production. Donc, je retrouve aussi ce truc-là dans ma discipline et je pense qu'effectivement, c'est hyper important. Moi, je me retire de cette conclusion. C'est Cécile qui conclut. Là, je peux pas. C'est beaucoup trop C'est puissant moi pour qui moi. Je conclue. peux pas. C'est trop puissant. Mais vous avez tout à fait raison. On est bien d'accord. Mais là, j'essaye de résumer ça en 3 mots. Je n'y arrive pas. Cécile, je te fais gagner un petit peu de temps. Tu vois, il nous reste quelques secondes. Je te laisse un petit peu. Mais vous m'avez laissé. Je le dis parce que ici, il n'y a pas de censure. Vous m'avez laissé dans la merde. Avec cette histoire de science dure et de science molle, j'ai eu le temps de vérifier. C'est bien ça. OK. Donc, du coup, Ah ouais, d'accord. j'ai vérifié parce que je me suis dit, si vraiment c'est pas ça, je vais passer pour un boulet. Donc, au moins, je suis sûr de moi. Maintenant, je laisse Cécile, à qui j'ai encore laissé 15 secondes de plus pour réfléchir à comment on peut conclure ce podcast, sur cette phrase très philosophique de Mélisse. On va conclure simplement. Merci beaucoup pour avoir participé à ce podcast, pour avoir joué le jeu. Et puis peut-être à bientôt. Merci Ben. Et merci à vous deux. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.